Levez-vous donc. Voilà, une belle journée. Oui, on vous attend. Je me levai. Mes dents claquaient. Mes mains tremblaient et ne savaient pas où trouver mes vêtements. Mes jambes étaient faibles. Au premier pas que je fis, je trébuchais comme un portefaix trop chargé. Cependant, je suivis le geôlier. On me remit les menottes. Cela avait une petite serrure compliquée qu'ils fermèrent avec soin. Je laissai faire. C'était une machine sur une machine. L'air vif du matin me ranima. Je levai la tête. Le ciel était bleu, et les rayons chauds du soleil découpés par les longues cheminées traçaient de grands angles de lumière au faîte des murs hauts et sombres de la prison. Il faisait beau en effet. Nous montâmes un escalier tournant en vis. Nous passâmes un corridor, puis un autre, puis un troisième. Puis une porte basse s'ouvrit. Un air chaud mêlé de bruit vint me frapper au visage. C'était le souffle de la foule dans la salle des assises. J'entrai. Pendant que j'ai traversé la longue salle entre deux masses de peuple muré de soldats, il me semblait que j'étais le centre auquel se rattachaient les fils qui faisaient mouvoir toutes ces faces béantes et penchées. En cet instant, je m'aperçus que j'étais sans fer, mais je ne pus me rappeler où ni quand on me les avait ôtés. Alors il se fit un grand silence. J'étais parvenue à ma place. Au moment où le tumulte cessa dans la foule, il cessa aussi dans mes idées. Je compris tout à coup clairement ce que je n'avais fait qu'entrevoir confusément jusqu'alors. J'étais là pour entendre ma sentence. Les fenêtres étaient ouvertes. L'air et le bruit de la ville arrivaient librement du dehors. La salle était claire, comme pour une noce. Les jurés seuls paraissaient blêmes et abattus, mais c'était apparemment de fatigue d'avoir veillé toute la nuit. Quelques-uns bâillaient. Rien dans leur contenance n'annonçait des hommes qui viennent de porter une sentence de mort. Et sur les figures de ces bons bourgeois, je ne devinais qu'une grande envie de dormir. En face de moi, une fenêtre était toute grande ouverte. J'entendais rire sur le quai des marchandes de fleurs. Et au bord de la croisée, une jolie petite plante jaune toute pénétrée d'un rayon de soleil jouait avec le vent dans une fente de pierre. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Inondé d'air et de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté. L'espérance vint rayonner en moi comme le jour autour de moi, et confiant, j'attendis ma sentence comme on attend la délivrance et la vie. Mon avocat arriva. Parvenu à sa place, il se pencha vers moi avec un sourire. J'espère. Oui. Je ne sais rien encore de leur déclaration, mais ils auront sans doute écarté la préméditation. Et alors, ce ne sera que les travaux forcés à perpétuité. Que dites-vous là, monsieur? Plutôt 100 fois la mort. Oui, la mort. Et d'ailleurs, me répétai-je, qu'est-ce que je risque à dire cela? A-t-on jamais prononcé sentence de mort autrement qu'à minuit, au flambeau, dans une salle sombre et noire, et par une froide nuit de pluie et d'hiver? Mais au mois d'août, à 8 heures du matin, un si beau jour, c'est bon juré, c'est impossible. Et mes yeux revenaient se fixer sur la jolie fleur jaune au soleil. Le président, qui n'attendait que l'avocat, m'invita à me lever. Avocat, avez-vous quelque chose à dire sur l'application de la peine? J'aurais eu, moi, tout à dire, mais rien ne me vint. Ma langue resta collée à mon palais. Le défenseur se leva. Je compris qu'il cherchait à atténuer la déclaration du jury et à mettre dessous
au lieu de la peine qu'elle provoquait, l'autre peine, celle que j'avais été si blessée de lui voir espérer. Il fallut que l'indignation fût bien forte pour se faire jour à travers les 1000 émotions qui se disputaient ma pensée. Je voulus répéter à voix haute ce que je lui avais déjà dit, plutôt 100 fois la mort, mais l'haleine me manqua, et je ne pus que l'arrêter rudement par le bras en criant avec une force convulsive. « Non !» Le procureur général combattit l'avocat, et je l'écoutais avec une satisfaction stupide. Puis les juges sortirent, puis ils rentrèrent, et le président me lut mon arrêt. Condamné à mort. Et tandis qu'on m'emmenait, tout ce peuple se rua sur mes pas avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Moi, je marchais, ivre et stupéfait. Une révolution venait de se faire en moi. Jusqu'à l'arrêt de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Maintenant, je distinguais clairement, comme une clôture entre le monde et moi. Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Ces larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle de la couleur d'un linceul. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs de fantômes. Condamné à mort. Eh bien, pourquoi non? Les hommes, je me rappelle l'avoir lu dans je ne sais quel livre où il n'y avait que cela de bon. Les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Qu'y a-t-il de si changé à ma situation? Depuis l'heure où mon arrêt m'a été prononcé, combien sont morts qui s'arrangeaient pour une longue vie? Combien m'ont devancé qui, jeune, libre et sain, comptait bien aller voir tel jour tomber ma tête en place de grève? Combien d'ici là peut-être qui marchent et respirent au grand air, entrent et sortent à leur gré et qui me devanceront encore? Et puis qu'est-ce que la vie a donc de si regrettable pour moi? En vérité, le jour sombre et le pain noir du cachot, la portion de bouillon maigre puisée au baquet des galériens, être rudoyé, moi qui suis raffiné par l'éducation, être brutalisé des guichetiers et des gardes chourmes, ne pas voir un être humain qui me croit digne d'une parole et à qui je la rende, sans cesse tressaillir et de ce que j'ai fait et de ce qu'on me fera. Voilà à peu près les seuls biens que puissent m'enlever les bourreaux. Ah, n'importe, c'est horrible. À peine arrivé, des mains de fer s'emparèrent de moi. On multiplia les précautions. Point de couteau, point de fourchette pour mes repas. La camisole de force, une espèce de sac de toile à voilure, emprisonna mes bras. On répondait de ma vie. Je m'étais pourvu en cassation. On pouvait avoir pour 6 ou 7 semaines cette affaire onéreuse, et il importait de me conserver sain et sauf à la place de grève. Ma jeunesse, ma docilité, les soins de l'aumônier de la prison, et surtout quelques mots en latin que j'adressais au concierge qui ne les comprit pas, m'ouvrirent la promenade 1 fois par semaine avec les autres détenus et firent disparaître la camisole où j'étais paralysée. Après bien des hésitations, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit. Condamné à mort. Tous les dimanches après la messe, on me lâche dans le préau à l'heure de la récréation. Là, je cause avec les détenus. Il le faut bien. Ils sont bonnes gens, les misérables. Ils me comptent leur tour. Ce serait à faire horreur, mais je sais qu'ils se vantent. Ils m'apprennent à parler argot, à rouscailler bigorne, comme ils disent. C'est toute une langue hantée sur la langue générale, comme une espèce d'excroissance hideuse, comme une verrue. Quelquefois une énergie singulière, un pittoresque effrayant.
Il y a dû résiner sur le trimar, épouser la veuve, comme si la corde du gibet était veuve de tous les pendus. La tête d'un voleur a deux noms. La Sorbonne, quand elle médite, raisonne et conseille le crime. La tronche, quand le bourreau la coupe. Et puis partout, à chaque instant, des mots bizarres, mystérieux, laids et sordides, venus on ne sait d'où. Le tôle, la cône, la placarde. On dirait des crapauds et des araignées. Quand on entend parler cette langue, cela fait l'effet de quelque chose de sale et de poudreux, d'une liasse de haillons que l'on secourait devant vous. Du moins, ces hommes-là me plaignent. Ils sont les seuls. Est-il bien vrai qu'il faudra mourir demain? Aujourd'hui, peut-être. Que cela est ainsi. Ô Dieu, l'horrible idée à se briser la tête au mur de son cachot. Comptons ce qui me reste. 3 jours de délai après l'arrêt prononcé pour le pourvoi en cassation. 8 jours d'oubli au parquet de la cour d'assises, après quoi les pièces, comme il dit, sont envoyées au ministre. 15 jours d'attente chez le ministre qui ne sait seulement pas qu'elles existent et qui cependant est supposé les transmettre après examen à la cour de cassation. Là, classement, numérotage, enregistrement, car la guillotine est encombrée et chacun ne doit passer qu'à son tour. 15 jours pour veiller à ce qu'il ne vous soit pas fait de passe-droit. Enfin, la cour s'assemble d'ordinaire un jeudi, rejette 20 pourvois en masse et renvoie le tout au ministre qui renvoie au procureur général, qui renvoie au bourreau. 3 jours. Le matin du 4e jour, le substitut du procureur général se dit en mettant sa cravate. Il faut pourtant que cette affaire finisse. Alors, si le substitut du greffier n'a pas quelque déjeuner d'amis qui l'en empêche, l'ordre d'exécution est minuté, rédigé, mis au net, expédié. Et le lendemain, dès l'aube, on entend dans la place de Grève clouer une charpente et dans les carrefours hurler à pleine voix des crieurs enroués. En tout, 6 semaines. Or, voilà 5 semaines au moins. 6 peut-être, je n'ose compter, que je suis dans ce cabanon de Bicêtre. Il me semble qu'il y a 3 jours, c'était jeudi. Je viens de faire mon testament. À quoi bon? Je suis condamné aux frais et tout ce que j'ai y suffira à peine. La guillotine, c'est fort cher. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Une petite fille de 3 ans. Douce, rose, frêle, avec des grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Elle avait 2 ans et 1 mois quand je l'ai vue pour la dernière fois. Ainsi, après ma mort, 3 femmes sans fils, sans mari, sans père. 3 orphelines de différentes espèces. 3 veuves du fait de la loi. J'admets que je sois justement punie. Ces innocentes qu'ont-elles fait? N'importe, on les déshonore, on les ruine. C'est la justice. Ce n'est pas que ma pauvre vieille mère m'inquiète, elle a 64 ans, elle mourra du coup. Ou si elle va quelques jours encore, pourvu que jusqu'au dernier moment elle ait un peu de cendre chaude dans sa chaufferette, elle ne dira rien. Ma femme ne m'inquiète pas non plus. Elle est déjà d'une mauvaise santé et d'un esprit faible. Elle mourra aussi. À moins qu'elle ne devienne folle. Et ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie qui rit, qui joue, qui chante à cette heure et ne pense à rien. C'est celle-là qui me fait mal. Puisque le jour ne paraît pas encore, que faire de la nuit?
il m'est venu une idée. Je me suis levée et j'ai promené ma lampe sur les 4 murs de ma cellule. Ils sont couverts d'écritures, de dessins, de figures bizarres, de noms qui se mêlent et s'effacent les uns les autres. Il semble que chaque condamné ait voulu laisser trace, ici du moins. C'est du crayon, de la craie, du charbon, des lettres noires, blanches, grises, souvent de profondes entailles dans la pierre, çà et là des caractères rouillés qu'on dirait écrits avec du sang. À la hauteur de mon chevet, il y a 2 cœurs enflammés percés d'une flèche, et au-dessus, amour pour la vie. Le malheureux ne prenait pas un long engagement. Sur le mur opposé, on lit « Papavoine ». Le P majuscule est brodé d'arabesques et enjolivé avec soin. Un couplet d'une chanson obscène. Un bonnet de liberté sculpté assez profondément dans la pierre avec « Bory, la République ». C'était un des 4 sous-officiers de La Rochelle. Pauvre jeune homme. Que leurs prétendues nécessités politiques sont hideuses. Pour une idée, pour une rêverie, pour une abstraction, cette horrible réalité qu'on appelle la guillotine. Et moi qui me plaignais, moi, misérable, qui ai commis un véritable crime, qui ai versé du sang. À côté du nom de Papavoine, j'ai arraché une énorme toile d'araignée toute épaissie par la poussière étendue à l'angle de la muraille. Sous cette toile, il y avait 4 ou 5 noms parfaitement lisibles parmi d'autres dont il ne reste qu'une tache sur le mur. Dautin, 1815. Poulain, 1818. Jean Martin, 1821. Castin, 1823. J'ai lu ces noms et de lugubres souvenirs me sont venus. Dautin, celui qui a coupé son frère en quartier et qui allait la nuit dans Paris jetant la tête dans une fontaine et le tronc dans un égout. Poulain, celui qui a assassiné sa femme. Jean Martin, celui qui a tiré un coup de pistolet à son père au moment où le vieillard ouvrait une fenêtre. Castin, ce médecin qui a empoisonné son ami et qui, le soignant dans cette dernière maladie qu'il lui avait faite, au lieu de remède, lui redonnait du poison. Et auprès de cela, Papavoine, l'horrible fou qui tuait les enfants à coups de couteau sur la tête. Voilà, me disais-je, et un frisson de fièvre me montait dans les reins. Voilà quels ont été avant moi les hôtes de cette cellule. C'est ici, sur la même dalle où je suis, qu'ils ont pensé leur dernière pensée, ces hommes de meurtre et de sang. C'est autour de ce mur, dans ce carré étroit que leurs derniers pas ont tourné comme ceux d'une bête fauve. Ils se sont succédés à de courts intervalles, il paraît que ce cachot ne désemplit pas. Ils ont laissé la place chaude. Et c'est à moi qu'ils l'ont laissée. J'irai à mon tour les rejoindre au cimetière de Clamart, où l'herbe pousse si bien. J'ai vu ces jours passés une chose hideuse. Il était à peine jour et la prison était pleine de bruit. Mes voisins de cachot, les forçats en punition, étaient plus gais qu'à l'ordinaire. Tout Bicêtre semblait rire, chanter, courir, danser. Moi, seul muet dans ce vacarme, seul immobile dans ce tumulte, étonné et attentif, j'écoutais. Un geôlier passa, je me hasardai à l'appeler et à lui demander si c'était fête dans la prison. Fête, si l'on veut. C'est aujourd'hui qu'on fait les forçats qui doivent partir demain pour Toulon. Voulez-vous voir? Cela vous amusera. C'était en effet pour un reclus solitaire une bonne fortune qu'un spectacle, si odieux qu'il fût. J'acceptais l'amusement. Tenez, d'ici vous verrez et vous entendrez. Vous serez seul dans votre loge, comme le roi. Il sortit et referma sur moi serrure, cadenas et verrous. La fenêtre donnait sur une cour carrée assez vaste et autour de laquelle s'élevait des 4 côtés, comme une muraille,
un grand bâtiment de pierre de taille à 6 étages. Rien de plus dégradé, de plus nu, de plus misérable à l'œil que cette quadruple façade percée d'une multitude de fenêtres grillées, auxquelles se tenait collée du bas en haut une foule de visages maigres et blêmes, pressés les uns au-dessus des autres, comme les pierres d'un mur, et tous, pour ainsi dire, encadrés dans les entrecroisements des barreaux de fer. C'étaient les prisonniers, spectateurs de la cérémonie en attendant d'être acteurs. Midi sonna. Une grande porte cochère cachée sous un enfoncement s'ouvrit brusquement. Une charrette escortée d'espèces de soldats sales et honteux entra lourdement dans la cour avec un bruit de ferraille. C'étaient la chourme et les chaînes. Au même instant, comme si ce bruit réveillait tout le bruit de la prison, les spectateurs des fenêtres jusqu'alors silencieux et immobiles éclatèrent en cris de joie. Tous les poings sortirent des barreaux, toutes les voix hurlèrent, tous les yeux flamboyèrent, et je fus épouvanté de voir tant d'étincelles reparaître dans cette cendre. Les argousins se mirent tranquillement à leur besogne. L'un d'eux monta sur la charrette et jeta à ses camarades les chaînes, les colliers de voyage et les liasses de pantalons de toile. Alors ils se dépecèrent le travail. Les uns allèrent étendre dans un coin de la cour les longues traînes qu'ils nommaient dans leur argot les ficelles. Les autres déployèrent sur le pavé les taffetas, les chemises et les pantalons, tandis que les plus sagaces examinaient un à un sous l'œil de leur capitaine, petit vieillard trapu, les carcans de fer. Quand ces apprêts furent terminés, un monsieur brodé en argent qu'on appelait monsieur l'inspecteur donna un ordre au directeur de la prison. Voilà que 2 ou 3 portes basses vomirent presque en même temps et comme par bouffées dans la cour des nuées d'hommes hideux, hurlants et déguenillés. C'étaient les forçats. À leur entrée, redoublement de joie aux fenêtres. Quelques-uns d'entre eux, les grands noms du bagne, furent salués d'acclamations et d'applaudissements, qu'ils recevaient avec une sorte de modestie fière. La plupart avaient des espèces de chapeaux tressés de leurs propres mains avec la paille du cachot, et toujours d'une forme étrange, afin que dans les villes où l'on passerait, le chapeau fît remarquer la tête. Cela était plus applaudi encore. Un surtout excita des transports d'enthousiasme. Un jeune homme de 17 ans, qui avait un visage de jeune fille. Il sortait du cachot où il était au secret depuis 8 jours. De sa botte de paille, il s'était fait un vêtement qui l'enveloppait de la tête aux pieds, et il entra dans la cour en faisant la roue sur lui-même avec l'agilité d'un serpent. C'était un baladin condamné pour vol. Il y eut une rage de battements de mains et de cris de joie. Les galériens y répondaient, et c'était une chose effrayante que cet échange de gaieté entre les forçats en titre et les forçats aspirants. La société avait beau être là, représentée par les geôliers et les curieux épouvantés. Le crime la narguait en face, et de ce châtiment horrible faisait une fête de famille. À mesure qu'ils arrivaient, on les poussait entre 2 haies de garde-chourme dans la petite cour grillée où la visite des médecins les attendait. C'est là que tous tentaient un dernier effort pour éviter le voyage, alléguant quelque excuse de santé, les yeux malades, la jambe boiteuse, la main mutilée. Presque toujours, on les trouvait bons pour le bagne. Et alors chacun se résignait avec insouciance, oubliant en peu de minutes sa prétendue infirmité de toute la vie. La grille de la petite cour se rouvrit. Un gardien fit l'appel par ordre alphabétique, et alors ils sortirent un à un, et chaque forçat s'alla ranger debout dans un coin de la grande cour, près d'un compagnon donné par le hasard de sa lettre initiale. Ainsi chacun se voit réduit à lui-même. Chacun porte sa chaîne pour soi, côte à côte avec un inconnu, et si par hasard un forçat a un ami, la chaîne l'en sépare. Dernière des misères. Un argousin les aligna avec son bâton, jeta devant chacun d'eux une chemise, une veste et un pantalon de grosse toile, puis fit un signe, et tous commencèrent à se déshabiller. À peine les forçats se furent-ils dépouillés de leurs haillons de prison,
Au moment où ils s'offraient nus et debout à la visite soupçonneuse des gardiens et au regard curieux des étrangers qui tournaient autour d'eux pour examiner leurs épaules, le ciel devint noir. Une froide averse d'automne éclata brusquement et se déchargea à torrent dans la cour carrée, sur les têtes découvertes, sur les membres nus des galériens, sur leurs misérables saillants étalés sur le pavé. On ne voyait plus dans la cour que les forçats nus et ruisselants sur le pavé noyé. Un silence morne avait succédé à leur bruyante bravade. Ils grelottaient. Leurs dents claquaient. Leurs jambes maigries, leurs genoux s'entrechoquaient. Et c'était pitié de les voir appliquer sur leurs membres bleus ces chemises trempées, ces vestes, ces pantalons dégoûtants de pluie. La nudité eût été meilleure. Quand ils eurent revêtu les habits de route, on les mena par bandes de 20 ou 30 à l'autre coin du préau, où les cordons allongés à terre les attendaient. Quand ces cordons sont développés à terre, ils figurent assez bien la grande arête d'un poisson. On fit asseoir les galériens dans la boue, sur les pavés inondés. On leur essaya les colliers, puis 2 forgerons de la chourme armés d'enclumes portatives les leur rivèrent à froid à grands coups de masse de fer. C'est un moment affreux, où les plus hardis pâlissent. Chaque coup de marteau asséné sur l'enclume appuyée à leur dos fait rebondir le menton du patient. Le moindre mouvement d'avant en arrière lui ferait sauter le crâne comme une coquille de noix. Après cette opération, ils devinrent sombres. On n'entendait plus que le grelottement des chaînes, et par intervalles un cri, et le bruit du bâton sourd des gardes-chourmes sur les membres des récalcitrants. Il y en eut qui pleurèrent. Les vieux frissonnaient et se mordillaient les lèvres. Je regardais avec terreur tous ces profils sinistres dans leurs cadres de fer. Ainsi, après la visite des médecins, la visite des geôliers, après la visite des geôliers, le ferrage. 3 actes à ce spectacle. Un rayon de soleil reparut. Les forçats se levèrent à la fois, comme par un mouvement convulsif. Les 5 cordons se rattachèrent par les mains, et tout à coup se formèrent en ronde immense autour de la branche de la lanterne. Ils tournaient à fatiguer les yeux. Ils chantaient. Si je cherchais une image du sabbat, je ne la voudrais ni meilleure ni pire. On apporta dans le préau un large baquet. Les gardes-chourmes rompirent la danse des forçats à coups de bâton et les conduisirent à ce baquet. Ils mangèrent, puis ayant mangé, ils jetèrent sur le pavé ce qui restait de leur soupe et de leur pain bis, et se remirent à danser et à chanter. Il paraît qu'on leur laisse cette liberté le jour du ferrage et la nuit qui le suit. « Le condamné! Le condamné !» Le condamné !» crièrent-ils tous en me montrant du doigt. Et les explosions de joie redoublèrent. Je restais pétrifié. J'ignore d'où il me connaissait et comment il m'avait reconnu. « Il est heureux. Il sera renié. Adieu, camarade. » Je ne pus dire ce qui se passait en moi. J'étais leur camarade, en effet. La grève et sœur de Toulon. J'étais même placé plus bas qu'eux. Ils me faisaient honneur. Je frissonnais. Oui, leur camarade. J'étais demeuré à la fenêtre, immobile, perclus, paralysé. Mais quand je vis les 5 cordons s'avancer, se ruer vers moi, il me sembla que cette nuée de démons escaladait ma misérable cellule. Je poussai un cri, je me jetai sur la porte d'une violence à la briser, mais pas moyen de fuir, les verrous étaient tirés en dehors. Je heurtais, j'appelais avec rage. Puis il me sembla entendre, de plus près encore, les effrayantes voix des forçats. Je crus voir leurs têtes hideuses paraître déjà au bord de ma fenêtre. Je poussai un second cri d'angoisse et je tombai évanoui.
Quand je revins à moi, il était nuit. J'étais couché dans un grabat. Une lanterne qui vacillait au plafond me fit voir d'autres grabats alignés des deux côtés du mien. Je compris qu'on m'avait transporté à l'infirmerie. Je me rendormis. Un grand bruit me réveilla. Il faisait petit jour. Ce bruit venait du dehors. Mon lit était à côté de la fenêtre. Je me levai sur mon séant pour voir ce que c'était. La fenêtre donnait sur la grande cour de Bicêtre. Cette cour était pleine de monde. 2 haies de vétérans avaient peine à maintenir libre au milieu de cette foule un étroit chemin qui traversait la cour. Entre ce double rang de soldats cheminaient lentement, cahotés à chaque pavé, 5 longues charrettes chargées d'hommes. C'étaient les forçats qui partaient. Ces charrettes étaient découvertes. Chaque cordon en occupait une. Les forçats étaient assis de côté sur chacun des bords, adossés les uns aux autres, séparés par la chaîne commune qui se développait dans la longueur du chariot et sur l'extrémité de laquelle un argousin debout, fusil chargé, tenait le pied. On entendait bruire leurs fers et à chaque secousse de la voiture, on voyait sauter leurs têtes et ballotter leurs jambes pendantes. Du reste, pas de mouvement possible. Une fois arrivé à cette chaîne, on n'est plus qu'une fraction de ce tout hideux qu'on appelle le cordon et qui se meut comme un seul homme. L'intelligence doit abdiquer, le carcan du bagne la condamne à mort. Et quant à l'animal lui-même, il ne doit plus avoir de besoin et d'appétit qu'à heure fixe. Ainsi immobiles, ils commencent leur voyage de 25 jours, chargés sur les mêmes charrettes, vêtus des mêmes vêtements pour le soleil de plomb de juillet et pour les froides pluies de novembre. On dirait que les hommes veulent mettre le ciel de moitié dans leur office de bourreau. C'est là pour eux le commencement. Que disait-il donc, l'avocat? Les galères. Ah oui, plutôt 1000 fois la mort. Plutôt l'échafaud que le bagne. Plutôt le néant que l'enfer. Plutôt livrer mon cou au couteau de guillotin qu'au carcan de la chourme. Les galères. Juste ciel. Malheureusement, je n'étais pas malade. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Le cachot me reprit. Pas malade, en effet. Je suis jeune, sain et fort. Le sang coule librement dans mes veines. Tous mes membres obéissent à tous mes caprices. Je suis robuste de corps et d'esprit, constitué pour une longue vie. Oui, tout cela est vrai. Et cependant, j'ai une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. Depuis que je suis sortie de l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou. C'est que j'aurais peut-être pu m'évader si l'on m'y avait laissé. Ces médecins, ces sœurs de charité semblaient prendre intérêt à moi. Mourir si jeune. Et d'une telle mort. On eût dit qu'ils me plaignaient tant ils étaient empressés autour de mon chevet. Bah, curiosité. Et puis ces gens qui guérissent vous guérissent bien d'une fièvre, mais non d'une sentence de mort. Et pourtant, ça leur serait si facile. Une porte ouverte, qu'est-ce que ça leur ferait? Plus de chance maintenant. Mon pourvoi sera rejeté parce que tout est en règle. Les témoins ont bien témoigné. Les plaideurs ont bien plaidé. Les juges ont bien jugé. Je n'y compte pas. À moins... Non, folie. Plus d'espérance. Si j'avais ma grâce. Avoir ma grâce,
Et par qui? Et pourquoi et comment? Il est impossible qu'on me fasse grâce. L'exemple, comme ils disent. Je n'ai plus que 3 pas à faire. Bicêtre, la conciergerie, la grève. Oh, si je m'évadais, comme je courrais à travers champs. Non, il ne faudrait pas courir, cela fait regarder et soupçonner. Au contraire, marcher, lentement, tête levée, en chantant. Tâchez d'avoir quelques vieux sarraux bleus à dessins rouges, cela déguise bien. Tous les maraîchers des environs en portent. Je sais auprès d'Arcueil un fourré d'arbres à côté d'un marais, où étant au collège, je venais avec mes camarades pêcher les grenouilles tous les jeudis. C'est là que je me cacherai jusqu'au soir. La nuit tombée, je reprendrai ma course. J'irai à Vincennes. Non, la rivière m'empêcherait. J'irai à Arpajon. Il aurait mieux valu prendre du côté de Saint-Germain et aller au Havre et m'embarquer pour l'Angleterre. N'importe. J'arrive à Longjumeau. Un gendarme passe. Il me demande mon passeport. Je suis perdu. Ah, malheureux rêveur. Brise donc d'abord le mur épais de 3 pieds qui t'emprisonne. La mort. La mort. C'est pour aujourd'hui. Le directeur de la prison lui-même vient de me rendre visite. Il m'a demandé en quoi il pourrait m'être agréable ou utile, a exprimé le désir que je n'eusse pas à me plaindre de lui ou de ses subordonnés, s'est informé avec intérêt de ma santé et de la façon dont j'avais passé la nuit. En me quittant, il m'a appelé monsieur. C'est pour aujourd'hui. Il ne croit pas, ce geôlier, que j'ai à me plaindre de lui et de ses sous-geôliers. Il a raison. Ce serait mal à moi de me plaindre. Ils ont fait leur métier. Ils m'ont bien gardé. Et puis ils ont été polis à l'arrivée et au départ. Ne dois-je pas être content? Je suis calme maintenant. Tout est fini. Bien fini. Je suis sortie de l'horrible anxiété où m'avait jeté la visite du directeur, car, je l'avoue, j'espérais encore. Maintenant, Dieu merci, je n'espère plus. Voici ce qui vient de se passer. Au moment où 6h30 sonnaient, non, c'était 7h moins le quart, la porte de mon cachot s'est rouverte. Un vieillard à tête blanche, vêtu d'une redingote brune, est entré. Il a entrouvert sa redingote. J'ai vu une soutane, un rabat. C'était un prêtre. Ce prêtre n'était pas l'aumônier de la prison. Cela était sinistre. Il s'est assis en face de moi avec un sourire bienveillant, puis a secoué la tête et levé les yeux au ciel, c'est-à-dire à la voûte du cachot. Je l'ai compris. Mon fils, êtes-vous préparé? Une sueur glacée est sortie à la fois de tous mes membres. J'ai senti mes tempes se gonfler. La porte s'est rouverte une seconde fois. Les bruits des verrous nous a arrachés, moi à ma stupeur, lui à son discours. Une espèce de monsieur en habit noir, accompagné du directeur de la prison, s'est présenté et m'a salué profondément. Cet homme avait sur le visage quelque chose de la tristesse officielle des employés des pompes funèbres. Il tenait un rouleau de papier à la main. Monsieur, je suis huissier de justice près de la Cour royale de Paris. J'ai l'honneur de vous apporter un message de la part de monsieur le procureur général. La première secousse était passée. Toute ma présence d'esprit m'était revenue. L'arrêt sera exécuté aujourd'hui en place de Grève.
Nous partons à 7h30 précises pour la conciergerie. Mon cher monsieur, aurez-vous la bonté de me suivre? Depuis quelques instants, je ne l'écoutais plus. Le directeur causait avec le prêtre. Lui avait l'œil fixé sur son papier. Je regardais la porte qui était restée entr'ouverte. 4 fusiliers dans le corridor. Aurez-vous la bonté de me suivre? Quand vous voudrez. À votre aise. J'aurai l'honneur de venir vous chercher dans une demi-heure. Alors ils m'ont laissé seul. Un moyen de fuir. Mon Dieu. Un moyen quelconque. Il faut que je m'évade. Il le faut sur le champ. Par les portes, par les fenêtres, par la charpente du toit, quand même je devrais laisser de ma chair après les poutres. Oh, il faudrait des mois pour percer ce mur avec de bons outils. Et je n'ai ni un clou, ni une heure. Me voici transféré, comme dit le procès-verbal. Mais le voyage vaut la peine d'être compté. 7h30 sonnaient lorsque l'huissier s'est présenté de nouveau au seuil de mon cachot. Monsieur, m'a-t-il dit, je vous attends. Hélas, lui et d'autres. Je me suis levée. J'ai fait un pas. Ma tête était lourde, mes jambes faibles. Je me suis remis et j'ai continué d'une allure assez ferme. Avant de sortir du cabanon, j'y ai promené un dernier coup d'œil. Je l'aimais, mon cachot. Puis je l'ai laissé vide et ouvert, ce qui donne à un cachot un air singulier. Au reste, il ne sera pas longtemps, ce soir on attend quelqu'un, disaient les porte-clés. Un condamné que la cour d'assises est en train de faire à l'heure qu'il est. Au sortir de la geôle, le directeur m'a pris affectueusement la main et a renforcé mon escorte de 4 vétérans. Devant la porte de l'infirmerie, un vieillard moribond m'a crié « Au revoir ». Nous sommes arrivés dans la cour. J'ai respiré. Ça m'a fait du bien. Nous n'avons pas marché longtemps à l'air. Une voiture attelée de chevaux de poste stationnait dans la première cour. C'est la même voiture qui m'avait amené. Une espèce de cabriolet oblongue, divisée en 2 sections par une grille transversale de fil de fer, si épaisse qu'on la dirait tricotée. Les 2 sections ont chacune une porte, l'une devant, l'autre derrière la carriole. Le tout si sale, si noir, si poudreux, que le corbillard des pauvres est un carrosse du sacre en comparaison. Pendant que je montais, il y avait une vieille aux yeux gris qui disait « J'aime encore mieux cela que la chaîne. » Je conçois. C'est un spectacle qu'on embrasse plus aisément d'un coup d'œil. C'est plutôt vu. C'est tout aussi beau et plus commode. Rien ne vous distrait. Il n'y a qu'un seul homme, et sur cet homme seul autant de misère que sur tous les forçats à la fois. Seulement c'est moins éparpillé. C'est une liqueur concentrée bien plus savoureuse. La voiture s'est ébranlée. Elle a fait un bruit sourd en passant sous la voûte de la grande porte, puis a débouché dans l'avenue, et les lourds battants de Bicêtre se sont refermés derrière elle. Je me sentais emporté avec stupeur, comme un homme tombé en léthargie qui ne peut ni remuer ni crier, et qui entend qu'on l'enterre. J'écoutais vaguement les paquets de sonnettes pendus au cou des chevaux de poste sonner en cadence et comme par hoquet. Les roues ferrées bruire sur le pavé ou cogner la caisse en changeant d'ornière. Le galop sonore des gendarmes autour de la carriole, le fouet claquant du postillon. Tout cela me semblait comme un tourbillon qui m'emportait. La voiture s'est arrêtée un moment devant l'octroi. Les douaniers de la ville l'ont inspectée.
Si c'eût été un mouton ou un bœuf qu'on eût mené à la boucherie, il aurait fallu leur jeter une bourse d'argent, mais une tête humaine ne paye pas de droit. Nous avons passé. Le boulevard franchi, la carriole s'est enfoncée au grand trot dans ces vieilles rues tortueuses du faubourg Saint-Marceau et de la Cité, qui serpentent et s'entrecoupent comme les 1000 chemins d'une fourmilière. Sur le pavé de ces rues étroites, le roulement est devenu si bruyant et rapide que je n'entendais plus rien du bruit extérieur. Quand je jetais les yeux par la petite lucarne carrée, il me semblait que le flot des passants s'arrêtait pour regarder la voiture et que des bandes d'enfants couraient sur sa trace. Il m'a semblé aussi voir de temps en temps dans les carrefours, çà et là, un homme ou une vieille en haillons, quelquefois les deux ensemble, tenant en main une liasse de feuilles imprimées que les passants se disputaient en ouvrant la bouche, comme pour un grand cri. 8h30 sonnaient à l'horloge du palais au moment où nous sommes arrivés dans la cour de la conciergerie. J'ai recueilli mes forces. La porte s'est ouverte avec la rapidité de l'éclair. J'ai sauté à bas et je me suis enfoncé à grands pas sous la voûte entre deux haies de soldats. Il s'était déjà formé une foule sur mon passage. L'huissier m'accompagnait toujours. Le prêtre m'avait quitté pour revenir dans 2 heures. Il avait ses affaires. On m'a conduit au cabinet du directeur, entre les mains duquel l'huissier m'a remis. C'était un échange. Le directeur l'a prié d'attendre un instant, lui annonçant qu'il allait avoir du gibier à lui remettre, afin qu'il le conduisît sur le champ à Bicêtre par le retour de la carriole. Sans doute le condamné d'aujourd'hui. Celui qui doit coucher ce soir sur la botte de paille que je n'ai pas eu le temps d'user. Nous ferons les 2 procès-verbaux à la fois. Cela s'arrange bien. En attendant, on m'a déposé dans un petit cabinet attenant à celui du directeur. Là, on m'a laissé seule, bien verrouillée. Un brusque et violent éclat de rire à mon oreille m'a réveillée de ma rêverie. J'ai levé les yeux en tressaillant. Je n'étais plus seule dans la cellule. Un homme s'y trouvait avec moi. Un homme d'environ 55 ans, de moyenne taille, ridé, voûté, grisonnant, à membres trapus, sale, en guenilles, demi-nu, repoussant à voir. Il paraît que la porte s'était ouverte, l'avait vomi puis s'était refermée sans que je m'en fusse aperçue. Si la mort pouvait venir ainsi. Qui êtes-vous? Drôle de demande. Un frioche. Un frioche. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le tôle jouera au panier avec ma Sorbonne dans 6 semaines. Comme il va faire avec ta tronche dans 6 heures. Ah ah, il paraît que tu comprends maintenant. C'était l'autre condamné. Le condamné du jour. Celui qu'on attendait à Bicêtre. Mon héritier. Que veux-tu? J'ai reculé avec horreur. L'ami, tu n'as pas l'air brave. Ne va pas faire le cinvre devant la carline. Vois-tu, il y a un mauvais moment à passer sur la placarde. Mais cela est sitôt fait. Je voudrais être là pour te montrer la culbute, mille dieux. J'ai envie de ne pas me pourvoir. Si l'on veut me faucher aujourd'hui avec toi, le même prêtre nous servira à tous deux. Ça m'est égal d'avoir tes restes. Tu vois que je suis un bon garçon, hein? D'y veux-tu? D'amitié. Mon ami, j'ai besoin de me recueillir, laissez-moi. Je comprends. Tenez, vous êtes un marquis, c'est fort bien. Mais vous avez là une belle redingote qui ne vous servira plus à grand-chose. Le tôle la prendra. Donnez-la moi, je la vendrai pour avoir du tabac. J'ai ôté ma redingote et je la lui ai donnée. Il s'est mis à battre des mains avec une joie d'enfant. Puis, voyant que j'étais en chemise et que je grelottais, « Vous avez froid, monsieur. Mettez ceci. Il pleut et vous seriez mouillé. Et puis il faut être décemment sur la charrette. » En parlant ainsi, il ôtait sa grosse veste de laine grise et la passait dans mes bras. Je le laissais faire. La porte s'est rouverte. On venait nous chercher tous les deux.
Moi pour me conduire à la chambre où les condamnés attendent l'heure, lui pour le mener à Bicêtre. Il s'est placé en riant au milieu du piquet qui devait l'emmener, et il disait aux gendarmes: « Ah ça, ne vous trompez pas. Nous avons changé de pelure, monsieur et moi. Mais ne me prenez pas à sa place. Diable, cela ne m'arrangerait pas. Maintenant que j'ai de quoi avoir du tabac. » Ce vieux scélérat, il m'a pris ma redingote, car je ne la lui ai pas donnée. Et puis il m'a laissé cette guenille, sa veste infâme. De qui vais-je avoir l'air? Je ne lui ai pas laissé prendre ma redingote par insouciance ou par charité, non, mais parce qu'il était plus fort que moi. Si j'avais refusé, il m'aurait battu avec ses gros poings. Ah ben oui, charité. J'étais plein de mauvais sentiments. J'aurais voulu pouvoir l'étrangler de mes mains, le vieux voleur, pouvoir le piler sous mes pieds. Je me sens le cœur plein de rage et d'amertume. Je crois que la poche au fiel a crevé. La mort rend méchant. Oh, est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour? Est-il bien vrai que c'est moi? Ces bruits sourds de cris que j'entends au dehors, ce flot de peuple joyeux qui déjà se hâte sur les quais, ces gendarmes qui s'apprêtent dans leur caserne, ce prêtre en robe noire, cet autre homme aux mains rouges, c'est pour moi. C'est moi qui vais mourir, moi, le même qui est ici. Moi, enfin ce moi que je touche et que je sens et dont le vêtement fait les plis que voilà. Encore si je savais comment cela est fait et de quelle façon on meurt là-dessus, mais c'est horrible, je ne le sais pas. Le nom de la chose est effroyable. Je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire et le prononcer. La combinaison de ces 10 lettres, leur aspect, leur physionomie est bien faite pour réveiller une idée épouvantable. Et le médecin qui a inventé la chose avait un nom prédestiné. L'image que j'y attache à ce mot hideux est vague, indéterminée et d'autant plus sinistre. Chaque syllabe est comme une pièce de la machine. J'en construis et j'en démolis sans cesse dans mon esprit la monstrueuse charpente. Je n'ose faire une question là-dessus, mais il est affreux de ne savoir ce que c'est ni comment s'y prendre. Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre. Grâce, la grâce. On me fera peut-être grâce. Le roi ne m'en veut pas. Qu'on aille chercher mon avocat. Vite, l'avocat. Je veux bien des galères. 5 ans de galère et que tout soit dit. Ou 20 ans. Ou à perpétuité avec le fer rouge. Mais grâce de la vie. Un forçat, cela marche encore. Cela va et vient. Cela voit le soleil. Et puis il m'est arrivé une chose ridicule. On est venu relever mon bon vieux gendarme auquel, ingrate égoïste que je suis, je n'ai seulement pas serré la main. Un autre l'a remplacé. Un homme à front déprimé, des yeux de bœuf, une figure inepte. Au reste, je n'y avais fait aucune attention, je tournais le dos à la porte, assis devant la table. Je tâchais de rafraîchir mon front avec ma main. Un léger coup frappé sur mon épaule m'a fait tourner la tête. C'était le nouveau gendarme avec qui j'étais seule. Voici à peu près de quelle façon il m'a adressé la parole. « Criminel, avez-vous bon cœur? » Non. « On n'est pas méchant pour le plaisir de l'être. » Pourquoi non? Si vous n'avez que cela à me dire, laissez-moi. Pardon, mon criminel. 2 mots seulement. Voici. Si vous pouviez faire le bonheur d'un pauvre homme et que cela ne vous coûtât rien, est-ce que vous ne le feriez pas? Est-ce que vous arrivez des Charenton? Vous choisissez un singulier vase pour épuiser du bonheur. Moi, faire le bonheur de quelqu'un? Oui, criminel. Oui, bonheur. Oui, fortune.
tout cela me sera venu de vous. Voici. Je suis un pauvre gendarme. Le service est lourd, la paye légère, mon cheval est à moi et me ruine. Or, je mets à la loterie pour contrebalancer. Il faut bien avoir une industrie. Jusqu'ici, il ne m'a manqué pour gagner que d'avoir de bons numéros. J'en cherche partout de sûr. Je tombe toujours à côté. Je mets le 76, il sort le 77. J'ai beau les nourrir, ils ne viennent pas. Un peu de patience, s'il vous plaît, je suis à la fin. Or, voici une belle occasion pour moi. Il paraît, pardon criminel, que vous passez aujourd'hui. Il est certain que les morts qu'on fait périr comme cela voient la loterie d'avance. Promettez-moi de venir demain soir. Qu'est-ce que cela vous fait? Me donner 3 numéros. 3 bons. Hein? Moi, je n'ai pas peur des revenants, soyez tranquille. Voici mon adresse. Caserne Popincourt, escalier A, numéro 26, au fond du corridor. Vous me reconnaîtrez bien, n'est-ce pas? Venez même ce soir si cela vous est plus commode. J'aurais dédaigné de lui répondre à cet imbécile si une espérance folle ne m'avait traversé l'esprit. Dans la position désespérée où je suis, on croit par moments qu'on briserait une chaîne avec un cheveu. Écoutez, je puis en effet te rendre plus riche que les rois, te faire gagner des millions, à une condition. Laquelle? Laquelle? Tout pour vous plaire, mon criminel. Au lieu de 3 numéros, je t'en promets 4. Change d'habit avec moi. Si ce n'est que cela... Ah ça... Mais ce n'est pas pour sortir d'ici. J'ai compris que tout était perdu. Cependant, j'ai tenté un dernier effort, bien inutile et bien insensé. Si fait, mais ta fortune est faite. Ah, bien non. Et mes numéros, pour qu'ils soient bons, il faut que vous soyez mort. Je me suis rassis, muet et plus désespéré de toute l'espérance que j'avais eue. Une heure vient de sonner, je ne sais laquelle, j'entends mal le marteau de l'horloge. Il me semble que j'ai un bruit d'orgue dans les oreilles. Ce sont mes dernières pensées qui bourdonnent. À ce moment suprême où je me recueille dans mes souvenirs, j'y retrouve mon crime avec horreur. Mais je voudrais me repentir davantage encore. J'avais plus de remords avant ma condamnation. Depuis, il semble qu'il n'y ait plus de place que pour les pensées de mort. Pourtant, je voudrais bien me repentir beaucoup. Quand j'ai rêvé une minute à ce qu'il y a de passé dans ma vie, et que j'en reviens au coup de hache qui doit la terminer tout à l'heure, je frissonne comme d'une chose nouvelle. Ma belle enfance, ma belle jeunesse, étoffe dorée dont l'extrémité est sanglante. Entre alors et à présent, il y a une rivière de sang. Le sang de l'autre est le mien. Si on lit un jour mon histoire, après tant d'années d'innocence et de bonheur, on ne voudra pas croire à cette année exécrable qui s'ouvre par un crime et se clôt par un supplice. Elle aura l'air dépareillée. Il est 1h15. Voici ce que j'éprouve maintenant. Une violente douleur de tête, les reins froids, le front brûlant. Chaque fois que je me lève ou que je me penche, il me semble qu'il y a un liquide qui flotte dans mon cerveau et qui fait battre ma cervelle contre les parois du crâne. J'ai des tressaillements convulsifs et de temps en temps la plume tombe de mes mains comme par une secousse galvanique. Les yeux me cuisent comme si j'étais dans la fumée. J'ai mal dans les coudes.
Encore 2h45 et je serai guérie. Qu'est-ce que la mort fait avec notre âme? Quelle nature lui laisse-t-elle? Qu'a-t-elle à lui prendre ou à lui donner? Où la met-elle? Lui prête-t-elle quelquefois des yeux de chair pour regarder sur la terre et pleurer? Ah, un prêtre qui sache cela. Je veux un prêtre et un crucifix à baiser. Je me suis réveillée frissonnant et baignée de sueur froide. Le bon aumônier était assis au pied de mon lit et lisait des prières. Ai-je dormi longtemps? Mon fils, vous avez dormi 1 heure. On vous a amené votre enfant. Elle est là, dans la pièce voisine, qui vous attend. Je n'ai pas voulu qu'on vous éveillât. Oh, ma fille! Qu'on m'amène ma fille! Le prêtre est bon. Le gendarme aussi. Je crois qu'ils ont versé une larme quand j'ai dit qu'on emporta mon enfant. C'est fait. Maintenant, il faut que je me roidisse en moi-même et que je pense fermement au bourreau, à la charrette, aux gendarmes, à la foule sur le pont, à la foule sur le quai, à la foule aux fenêtres, et à ce qu'il y aura exprès pour moi sur cette lugubre place de Grève qui pourrait être payée des têtes qu'elle a vues tomber. Je crois que j'ai encore 1 heure pour m'habituer à tout cela. Tout ce peuple rira, battra des mains, applaudira. Et parmi tous ces hommes libres et inconnus des geôliers qui courent pleins de joie à une exécution, dans cette foule de têtes qui couvrira la place, il n'y aura plus d'une tête prédestinée qui suivra la mienne tôt ou tard dans le panier rouge. Plus d'un qui y vient pour moi y viendra pour soi. Pour ces êtres fatals, il y a sur un certain point de la place de Grève un lieu fatal, un centre d'attraction, un piège. Ils tournent autour jusqu'à ce qu'ils y soient. Ainsi j'y suis. Le trajet exécrable est fait. La place est là, et au-dessous de la fenêtre, l'horrible peuple qui aboie et m'attend et rit. J'ai demandé à faire une dernière déclaration. On m'a déposé ici et l'on est allé chercher quelques procureurs du roi. Je l'attends. C'est toujours cela de gagner. 3 heures sonnées, on est venu m'avertir qu'il était temps. Ils m'ont fait traverser leurs corridors et descendre leurs escaliers. Ils m'ont poussé entre 2 guichets du rez-de-chaussée. Ils m'ont dit de m'asseoir, je me suis assis. Autour, on parlait, à voix basse. Le gros homme au visage bourgeonné m'a offert à respirer un mouchoir imbibé de vinaigre. Merci, lui ai-je dit de la voix la plus forte que j'ai pu. C'est inutile. Je me trouve bien. Le prêtre s'est approché avec son crucifix. Allons, mon fils, m'a-t-il dit. La porte extérieure s'est ouverte à 2 battants.
Une clameur furieuse, et l'air froid, et la lumière blanche ont fait irruption jusqu'à moi dans l'ombre. J'ai vu, brusquement, tout à la fois, à travers la pluie, les 1000 têtes hurlantes du peuple entassées pêle-mêle, un rang de chevaux de gendarmes, un détachement de soldats en bataille, l'arrière d'une charrette, une roue d'échelle. C'est pour ce moment redouté que j'avais gardé mon courage. J'ai fait 3 pas et j'ai paru sur le seuil du guichet. L'officier a donné l'ordre. La charrette et son cortège se sont mis en mouvement comme poussés en avant par un hurlement de la populace. On a franchi la grille. Chaque cahot de la dure charrette me secouait. Je me suis senti un grand froid. La pluie avait traversé mes vêtements et mouillé la peau de ma tête à travers mes cheveux coupés et courts. La charrette s'est arrêtée subitement et j'ai failli tomber la face sur les planches. Le prêtre m'a soutenu. Il m'a donné le bras, je suis descendue, puis j'ai fait un pas, puis je me suis retournée pour en faire un autre. Je n'ai pu. J'avais vu une chose sinistre. Je me suis arrêtée comme chancelant déjà du coup. J'ai une déclaration à faire et je criais faiblement. Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les 2 mains et en me traînant sur les 2 genoux. Il m'a répondu en souriant fatalement, si c'est là tout ce que j'avais à lui dire. Ma grâce, ai-je répété. Ou par pitié 5 minutes encore. Qui sait, elle viendra peut-être. Cela est si horrible à mon âge de mourir ainsi. Des grâces qui arrivent au dernier moment, on l'a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est à moi? Cet exécrable bourreau. Il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait, qu'il était responsable, que d'ailleurs il pleut et que cela risque de se rouiller. Et par pitié, 1 minute pour attendre ma grâce, ou je me défends. Je mords. Oh, l'horrible peuple avec ses cris d'hyène. Il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Ah, les misérables. Il me semble qu'on monte l'escalier. Il me semble qu'on monte l'escalier.